Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express. Ravi de vous retrouver pour un numéro spécial ce soir à l'occasion du Salon du Livre de Paris. Comment faire émerger des voix singulières dans la littérature francophone ? Quel est l'impact réel des révolutions arabes sur la création littéraire ? La censure est-elle toujours d'actualité en Tunisie ? Qu'en est-il au Liban ou encore au Maroc ? Y a-t-il des lignes rouges à ne pas franchir, à ne pas dépasser ? Nous allons poser toutes ces questions à nos invités. Ils sont 3 autour de moi ce soir. Lamia Berada Berka, merci d'être avec nous. Vous êtes romancière. Vous êtes notamment l'auteur de Kant et la petite robe rouge. C'est aux éditions La Cheminante, votre nouveau livre. Là, on voit la couverture de Kant donc, et la petite robe rouge. Et vous avez écrit un nouveau livre. Il vient de sortir. Il s'intitule Une même nuit nous attend tous. C'est toujours chez La Cheminante. Bienvenue à vous. Avec nous également Michel Choueiri, en provenance du Liban. Vous venez de Beyrouth. Vous vous occupez de la librairie El Bourj, dans la capitale libanaise. Vous êtes libraire et vous êtes président de l'Association internationale des libraires francophones, l'AILF, qui fête ses 10 ans. Joyeux anniversaire à vous et à l'AILF au nom de toute l'équipe de Maghreb Orient Express. Et puis Elisabeth Daldoul qui nous vient de Tunis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes fondatrice des éditions Elisade, donc à Tunis. Première question, c'est pour vous, Lamia Berada Berka. En quoi le printemps arabe, ce que l'on appelle le printemps arabe, a-t-il influencé votre écriture peut-être et les thèmes que vous avez choisis ces derniers mois ? Alors c'est vrai que les printemps arabes constituent une espèce de révolution à tout point de vue. L'écriture, évidemment, et la littérature ne peut qu'en tenir compte. On est connecté au réel, forcément, et les histoires qu'on écrit sont toujours en rapport avec ce qui influe sur nous et ce qu'on vit au quotidien. Ce que j'ai trouvé finalement très important, c'est de voir aussi à quel point, finalement, ces révolutions qui sont d'ordre politique au départ et qui se traduisent du coup au niveau national, collectif, engendre des espèces de révolutions individuelles qui finalement passent par la révolution de ce que j'appelle les consciences de ces individus. Et je crois que la vraie révolution, elle se situe là, en réalité. Elle se situe dans l'émancipation et la faculté que chacun aura de se prendre en compte autrement par rapport justement aux normes sociales et d'aspirer à des choses finalement souvent enfouies et que le collectif ne peut peut-être plus assurer de la même façon, mais en tout cas qui demandent à être prises en compte autrement. Et donc c'est vraiment la libération de la parole de chacun. C'est ça le fait que j'aurais envie de retenir, et notamment justement ce qu'on appelle une révolution minuscule, parce que je crois qu'il n'existe pas de petite révolution. À l'échelle de l'individu, donc. Voilà, la plus importante reste celle des mentalités. Alors Elisabeth Daldoul, on imagine que vous croulez sous les propositions d'auteurs, d'écrivains. C'est très prolifique là depuis quelques mois. Simple question, comment vous faites pour choisir, pour dire oui, pour dire non aux auteurs ? Alors, effectivement, la révolution et le 14 janvier 2011 à Tunis a libéré les plumes. Je dirais que ça a libéré les plumes plus dans l'essai, dans la réflexion, c'est-à-dire que depuis plus d'1 an aujourd'hui, nous voyons chez les libraires, sur les tables des librairies, un nombre incroyable de publications, mais c'est vraiment, on est dans l'essai, donc dans l'analyse politique, dans les réponses à ce qui s'est passé. On est aussi dans les biographies, ou les textes qui retracent aussi des douleurs comme l'incarcération, qu'on a été opposant au système. Voilà. En revanche, quand on parle de littérature et notamment de textes de fiction, c'est beaucoup plus lent. Je dis toujours, le temps des médias n'est pas celui de la littérature et de l'écriture littéraire. Donc, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de textes, mais qui restaient encore trop proches je dirais, des événements. Donc, n'ayant pas de recul. Donc, plus dans l'essai que dans le roman. Oui, c'était des romanciers, mais c'était plus des textes qui se rapprochaient du journalisme, en fait. Et moins de la fiction, en fait. Si vous voulez, il n'y a pas de recul encore aujourd'hui par rapport aux événements et notamment aux émotions que nous avons traversées et que nous traversons toujours. Alors Michel Choueiri, est-ce que la donne a changé depuis un peu plus d'1 an, en fait, depuis le début de ces révolutions en Méditerranée, en littérature ?
C'est sûr que, en fait, pour ce qui est du Liban, on sent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé au niveau de la littérature parce qu'on découvre de nouveaux auteurs, on découvre en fait certains auteurs qui écrivent d'une façon différente aussi, qui se libèrent un peu de par leur écriture. Évidemment, on le ressent un peu sur nos tables et sur la proposition des éditeurs que nous recevons régulièrement. Mais on sent aussi que ce n'est pas encore fini, qu'il y a encore beaucoup de langues encore à libérer et qu'il y en a encore qui sont un tout petit peu réticents sur ça. Alors, c'est aujourd'hui le 50e anniversaire de la signature des accords d'Évian, la guerre d'Algérie. Je vous l'apprends pas, tous les trois, vous le savez, c'est un des sujets qui revient beaucoup dans la littérature francophone depuis 50 ans maintenant. Ça continue, d'ailleurs, au Salon du Livre. On voit beaucoup cette thématique. J'aimerais qu'on aille au Liban, parce qu'au Liban, il y a aussi des polémiques. La guerre d'Algérie, c'est très sensible, mais le Liban et l'histoire du Liban l'est tout aussi. Pas facile de se mettre d'accord sur les manuels d'histoire, notamment. Regardez ce reportage, il est signé Feriel Alouti. Ces images amateurs ont été prises il y a une semaine lors d'une manifestation d'étudiants du parti chrétien Kataeb contre le projet d'un manuel scolaire d'histoire pour tous les Libanais. Des violences faisant 10 blessés ont éclaté entre les manifestants et l'armée. Résultat, le Premier ministre Najib Mikati a finalement suspendu le projet. Les Kataeb ont salué cette décision. Pour eux, l'ouvrage n'était pas objectif. Dans ce livre d'histoire, on parle que de la résistance contre Israël, alors que la résistance contre l'occupant syrien n'existe pas dans ce manuel. Ce qui est un peu bizarre dans un pays où des dizaines de milliers de Libanais ont donné leur vie pour justement défendre le Liban face à l'occupation syrienne. Le fait de renier les sacrifices d'une grande partie des Libanais, c'est ça qui est inacceptable pour nous dans ce livre. Pour le clan du 8 mars, actuellement au pouvoir, la véritable résistance, celle qui unit les Libanais, est la résistance contre Israël. Jusqu'à présent, on ne s'entend pas sur le livre d'histoire. C'est un livre d'histoire pour tous les Libanais, pour toutes les fractions libanaises, non pas pour les milices libanaises. C'est pour cela que le livre d'histoire doit prendre en considération qu'il y a un ennemi pour tous les Libanais. L'ennemi israélien, c'est un ennemi pour tous les Libanais. Symbole d'une société fracturée, la controverse liée à un manuel d'histoire unifié n'est pas nouvelle. Lors des accords de Taïf, qui mettent fin aux 15 années de guerre civile, toutes les parties libanaises s'accordent sur l'importance d'apprendre à chaque élève le même passé. Mais jusqu'à présent, toutes les tentatives ont échoué. Conséquence, au Liban, l'histoire s'arrête à l'indépendance du pays. Il y a des événements qu'on ne peut pas parler maintenant. Surtout qu'il y a des partis qui ont participé dans cette guerre. Et ils subsistent toujours. Maintenant, ils sont dans le pouvoir. La guerre n'est pas finie au Liban. Pourtant, cet historien juge qu'il faut oublier les détails du conflit pour ne parler que des causes et des conséquences. Malheureusement, les élèves ne savent rien sur l'histoire du Liban après 1943-46. Dans les classes de terminale, bien sûr, je fais un cours très court sur l'histoire du Liban après 1946. Et toujours, je sens que les élèves sont très intéressés. Une guerre qui perdure dans les esprits et une question qui subsiste. Comment écrire un passé commun sans réconciliation ? Au ministère libanais de l'Éducation, aucune réponse n'a encore été trouvée. Alors Michel Choueiri, ce sont bien entendu des images qui vous parlent, un sujet qui vous parle. Comment vous accueillez, comment vous réagissez à cette polémique ? Écoutez, d'un côté, le livre d'histoire n'est pas censé être une propagande politique, ni pour les uns ni contre les autres. Et moi, je trouve qu'il faut bien connaître notre histoire, quelles que soient les choses qu'il faut savoir là-dedans, même si elles sont dures, même si elles peuvent parfois créer des tensions. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va apprendre à les éviter plus tard. Alors si on s'amuse à nous cacher certains événements, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, peu importe, ça va nous créer beaucoup plus de problèmes à l'avenir. D'ailleurs, déjà maintenant, on sent déjà sur place qu'il y a plus de confessionnalisme qu'il y en a eu pendant la guerre elle-même, la guerre civile de 75 à 90. Donc, parce que les gens essayent d'éviter de raconter les histoires de la guerre, alors que c'est comme ça que je pense qu'on peut les éviter. Mais vous dites aux politiques de laisser les historiens faire leur travail, parce que cette polémique, elle existe aussi, on l'a vu entre la France et la Turquie sur le génocide arménien. Il faut laisser les historiens faire leur travail, mais il s'agit de tomber sur les bons historiens qui ont assez de recul et qui soient assez objectifs, qui n'aient pas ni de parti pris ni rien, mais qui racontent l'histoire telle qu'elle est, la vraie histoire, quoi. Alors, Lamia Berada-Berka, vous pourriez très bien écrire en fait finalement un roman sur le Liban, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous intéressez beaucoup à l'identité de chacun, pas à celle des peuples, à l'identité de chacun et à l'histoire personnelle finalement de chacun d'entre nous, dans un monde assez tourmenté finalement. Pourquoi ce choix, tout simplement ? Il est très simple. Il s'explique de par ma propre histoire déjà. C'est vrai qu'il se trouve que je suis issue d'un métissage et
d'un vrai brassage en fait culturel, mais surtout Écosse, cas de sang, oui. Berbère. Oui, c'est vrai que ça fait partie un petit peu de ma légende personnelle, mais j'ai une arrière-grand-mère écossaise, un arrière-grand-père suisse, une grand-mère donc française. Enfin, ma mère est du coup française, et mon père est marocain, mais avec aussi une entité berbère et arabe. Ce qui est très important parce que justement, voilà, il y a l'idée, en tout cas, le sentiment très très fort de me sentir appartenir au monde en fait et d'être terrienne, à juste titre. Vous dites terrienne en souriant parce que vous êtes la marraine du blog dédié à la condition des femmes dans le monde, blog de TV5 Monde. Voilà, et ce qui me touche énormément parce que justement, je crois que il est très important d'essayer de trouver en tout cas un socle des valeurs fondamentales qui arrivent finalement à nous mettre tous d'accord au-delà de toutes les différences culturelles et du relativisme culturel qu'on ne peut pas effectivement nier. Mais en tout cas, cette universalité, effectivement, je milite en faveur et j'essaye d'en transmettre en tout cas le message dès que je peux dans mes écrits. Alors Elisabeth Daldoul, quand on est aujourd'hui éditrice en Tunisie, est-ce qu'on peut tout publier ou est-ce que c'est encore très compliqué ? Non, je pense qu'on peut tout publier. C'est peut-être un des acquis qui se révèle aujourd'hui, qui n'a pas été touché, c'est-à-dire la liberté d'expression. Maintenant, j'ai juste une petite pointe d'interrogation par rapport à ce qui nous a grignoté pendant tant d'années, qui est l'autocensure. Aujourd'hui, on est dans des turbulences, nous vivons dans des turbulences, c'est assez chaotique. Nous-mêmes, les intellectuels, les romanciers, ne savons pas tellement dans quel sens le pays va évoluer. Et puis, concrètement, est-ce qu'on ne va pas susciter des troubles en écrivant tel livre, en faisant tel... Voilà, donc c'est un peu le point d'interrogation. C'est-à-dire, je me demande si cette autocensure n'est pas quelque part à notre insu en train de revenir, parce qu'il y a quand même des peurs, il y a quand même des menaces qui ont été proférées. Donc voilà, aujourd'hui vigilante, on va dire. Vigilant, théoriquement on peut tout écrire, mais voilà, point d'interrogation. Alors j'ai envie de vous montrer, à tous les trois d'ailleurs, un livre, la couverture d'un ouvrage qui paraît en ce moment et qui parle du Maroc. Ça s'appelle Le Roi Prédateur. Catherine Gracier, que vous connaissez bien puisqu'elle a coécrit La Régente de Carthage qui avait été interdit jusqu'au départ de Ben Ali. Est-ce qu'un tel ouvrage peut sortir en Tunisie alors qu'il est très critique sur Mohamed VI ? Je pense que oui. Il faudrait peut-être plus demander aux libraires, mais à mon avis, oui, puisque de mémoire, je me souviens avoir vu des ouvrages interdits en Algérie et au Maroc et être présent sur les tables des libraires tunisiens. Donc, a priori, je dirais oui. À la limite, c'était ça jusqu'au 14 janvier. C'est-à-dire, tant qu'on ne parle pas de ce qui se passe chez nous, finalement, on peut parler de ce qui se passe ailleurs. Michel Chouret, avant d'aborder le travail de l'AILF, votre association, peut-être un mot sur ça, pareil, au Liban. Est-ce que l'autocensure, ça peut parfois être un risque ou est-ce que c'est plutôt les politiques qui mettent des entraves à la liberté d'expression ? Non, c'est la politique quand même, mais en fait il y a de l'autocensure aussi parce que tout dépend des forces qui sont sur place, tout dépend du pouvoir, du contexte. Donc il y a beaucoup d'autocensure, mais bon, quand même, il y a quand même beaucoup plus de liberté, même au niveau de la sûreté générale, quel que soit le pouvoir en place, est en train d'être beaucoup plus coulante. En fait, si vous voulez, la seule censure qui touche toujours Israël seulement. Un livre qui fait la propagande d'Israël, par exemple, ou du sionisme, etc., ne pourra pas rentrer au Liban ou sortir, ni même être importé vers le Liban. Ce qui est même parfois étonnant, c'est que les questions religieuses, alors qu'on pourrait penser cela sensible au Liban, c'est même peut-être là où vous avez plus de liberté que les questions politiques. Par exemple, aborder l'assassinat de Rafik Hariri ou critiquer le Hezbollah, ou en tout cas l'encenser, ça peut poser plus de problèmes que de parler de l'islam ou du christianisme. Ou je me trompe, non, en fait, on peut parler un tout petit. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur le Hezbollah, et ça passe, il n'y a pas de problème, tant que ce n'est pas très agressif, quoi. Tant que jusqu'à une certaine limite. Mais la plupart sont en train d'arriver, quelle que soit la langue, le français, l'anglais et l'arabe. Par contre, au niveau religieux, ça passe pas seulement par la sûreté générale, ça passe aussi par les clergés musulmans ou chrétiens. Est-ce que si eux l'acceptent, la sûreté générale l'accepte, si eux le refusent, le clergé
la Société générale va le refuser. Par exemple, Da Vinci Code a été interdit par le clergé catholique et non pas par la Sûreté générale, entre autres. Donc, parfois, la censure n'est pas limitée à la politique, mais parfois aussi aux religions. Et ce livre sur Mohamed VI il passera au Liban, il n'y a aucun problème. Il n'y aura pas de souci avec le royaume. Aucun problème. Alors, votre association, peut-être en quelques mots, quelle est sa vocation ? En fait, notre association a beaucoup de vocations. En fait, déjà la professionnalisation du métier de libraire, faire connaître quel est son métier, que nous ne sommes pas uniquement des vendeurs du livre, mais que nous sommes des passeurs de culture. C'est vrai que nous vendons du livre mais il faut bien se rémunérer d'une certaine façon, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait que ça. Et aussi, c'est diffuser, si vous voulez, les cultures francophones, parce que nous sommes à peu près 100 libraires répartis sur tout le globe terrestre, dans des pays autant francophones que dans des pays qui ne sont pas du tout francophones. Nous sommes là pour diffuser les cultures francophones, de diffuser nos auteurs dans nos pays et à l'extérieur, nos éditeurs, pour montrer un peu que la francophonie n'est pas limitée à la langue française venant de France par un éditeur français et un auteur français. Ça peut être au-delà. Et ça fait une richesse, en fait, aussi à tout le monde. Aussi d'autres projets, en fait, d'autres vocations. Bien entendu, c'est la caravane du livre. Donc, pour favoriser la lecture dans les coins reculés d'Afrique, où les gens ont accès difficilement aux livres. Donc, déjà parce qu'il n'y a pas assez de libraires, mais aussi pour le prix. Donc, on essaie de bonifier le prix, donc de baisser le prix au maximum pour qu'il soit accessible aux gens et pour qu'ils puissent le lire. Et puis aussi d'essayer de rendre les libraires moins isolés dans leur pays quand ils sont dans des pays. En fait, on ne parle pas du Liban ou de la Tunisie, mais quand on parle de l'Australie ou de Chypre ou des pays comme l'Asie, les libraires sont assez isolés, les libraires francophones. Donc on essaie de les soutenir, de les aider et de les accompagner parce qu'on fait des missions exploratoires, des formations professionnelles et de les rapprocher aussi des institutions françaises et francophones dans le monde. Alors, le Liban, pays francophone, pays francophile également. Tiens, vous parlez de vos origines, Lamia Berada Berka. Pourquoi avoir choisi d'écrire en langue française ? C'est parce qu'il y a un socle commun qui est propice justement à travailler sur cette question d'identité ? La réponse est beaucoup plus simple. C'est que c'est ma langue, en l'occurrence. C'est mon unique langue. C'est ma langue maternelle et c'est la langue... c'est ma vraie langue. Je parle l'arabe très mal. Ouais. Et je m'exprime et je me suis toujours exprimée en français. Je veux dire, c'est vraiment ma langue. Mais c'est vrai que... Est-ce que vous croyez à un destin qui peut être commun à travers une langue, par exemple ? Oui, alors c'est vrai qu'en tant que professeur de lettres, parce que c'est vrai que la langue, du coup, occupe une dimension très importante à mes yeux, la langue, c'est vraiment une façon de voir le monde, de toute façon. C'est vraiment le prisme à travers lequel vous racontez le monde dans lequel vous vivez et surtout les relations, finalement, qui unissent l'individu au monde. Et en effet, alors peut-être est-ce d'ordre culturel, je ne sais pas, mais il y a en tout cas, oui, des valeurs de toute façon qui me sont... auxquelles je suis attachée et que porte la langue française. Et au-delà de ça, évidemment, de tout un esprit, de tout un héritage littéraire, historique, que porte aussi cette langue, et notamment à travers des auteurs, et notamment ceux du XVIIIe siècle auxquels je suis profondément attachée. Alors je vais lire un des passages de votre livre, Grand Chef Chacal, voilà l'un des extraits. Grand Chef Chacal continue d'être fêté à l'étranger comme le grand réformateur du pays qui ne fait pas de bruit, aucune vague de contestation, rien. Il est accueilli comme le discoureur de la paix. L'or noir vaut bien le sacrifice de l'or rouge. On liquide le peuple et le grand solitaire devient celui qui, du haut de sa très grande et très souveraine solitude, règne sur un pays fantôme. Grand Chef Chacal, qui est-il, Lamia Berada Berka ? Est-ce que c'est Ben Ali, Moubarak, Kadhafi qui ne sont plus là, ou est-ce que c'est le roi d'Arabie Saoudite aujourd'hui, ou alors peut-être, je ne sais pas, un dirigeant syrien ? Alors justement, c'est finalement un peu de chaque. J'ai coutume, et je crois que on est toujours dans cette même thématique de l'universalité, et du coup mes écrits finalement se lisent un petit peu comme des fables et des paraboles. Chacun y verra. Je ne pars jamais d'un ancrage réaliste proprement dit, alors que je suis extrêmement influencée par l'actualité. Et c'est ça qui est intéressant, parce que tout à l'heure, Elisabeth Daldoul disait qu'il y avait une difficulté à transposer pour ces écrivains-là directement dans la fiction, finalement, ce qu'ils étaient en train de vivre. En ce qui me concerne, c'est relativement facile et voire même immédiat. C'est-à-dire que, justement, l'acte de la littérature, c'est vraiment ce principe de transposition. Et la parabole s'y prête magnifiquement parce que vous avez un champ d'expérience extraordinaire à travers toutes les figures que vous avez citées. Et pour tout vous dire, j'ai été influencée au départ par l'image d'un dictateur qui était celui d'Hissène Habré.
lors d'un documentaire diffusé sur France 2, vous m'excuserez de la citer, la chaîne, mais en l'occurrence, les partenaires, allez-y, on les salue même. Et c'était sur France 2, un documentaire qui justement rappelait ces dictatures africaines, et j'ai été saisie par une image lors de ce documentaire qui a été le point de départ et le catalyseur de ce récit qui s'est prolongé au moment où Kadhafi justement était en train progressivement de tomber. Et aujourd'hui, où il paraît effectivement, on voit ce que connaît la Syrie comme affre et comme tragédie. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ce livre parle de toutes les dictatures. Je veux dire, elles n'ont pas de nom, elles n'ont pas de visage, elles n'appartiennent à aucun pays. Personne ne s'approprie justement cette terrible réalité de la dictature. Et ça pourrait tout aussi bien évoquer la Corée du Nord ou d'autres pays de ce type. Elisabeth Dallou, vous voulez réagir ? Oui, juste pour dire, peut-être que tout est là, c'est que Lamia, peut-être vous êtes extérieur au contexte. Quand on vit dans un pays qui a été, dans lequel ce que nous avons vécu, la révolution, et les événements que nous avons traversés dans un pays où l'histoire est en train de se mettre en marche. D'ailleurs, les écrivains me le disent toujours, ils me disent il faudrait qu'on parte pour pouvoir écrire. Donc c'est pour ça qu'il y a la distanciation géographique qui vous permet sûrement de pouvoir aborder des thèmes que vous abordez, que nous, sur place, et nos écrivains ne peuvent pas encore aujourd'hui. Alors rapidement, avant de partir tout à l'heure à Sidi Bouzid, vous allez comprendre pourquoi. Peut-être un mot sur la langue justement française qui fait sa révolution elle aussi. Est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui des ouvrages en dialecte tunisien par exemple, en arabe en dialecte tunisien, voire en français avec des mots qui sont un peu de ce qu'on appelle la novlangue en fait finalement, qui empruntent des mots à l'arabe et au français? Alors est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'il doit y avoir? Et il doit y avoir. Moi je crois que ça aussi, la révolution, c'est ce qu'elle a propulsé en nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vrai que la langue française est récupérée politiquement pour véhiculer une certaine vision de la France et de la langue française. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est peut-être mon défi et cette volonté que j'ai, c'est vraiment de faire côtoyer toutes ces langues qui sont la richesse des Tunisiens, c'est-à-dire l'arabe, le dialecte, le français, l'italien. Voilà. Toutes les influences, merci. Alors on va maintenant, comme promis, partir à Sidi Bouzid à la rencontre de l'équipe du Tunisie Bondi Globe. Il s'agit en fait d'un blog soutenu par CFI, soutenu également par l'Institut français. Alors avec nous ce soir, Rafika Bendermel, Paolo Khan et Shaker Hajbi. Bonsoir à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation donc à distance via Skype. Alors première question Rafika, peut-être un mot d'abord sur votre blog, le Tunisie Bondi Blog. De quoi s'agit-il exactement ? Donc le Tunisie Bondi Blog, c'est un média en ligne qui a été créé en décembre 2011 à Sidi Bouzid par Paolo et moi. Donc en fait, le but du Tunisie Bondi Blog, c'est de permettre aux jeunes issus des milieux populaires d'écrire, de raconter la vie quotidienne, d'être formés au journalisme citoyen. On a fait plusieurs formations avec CFI. Et pour ceux qui le souhaitent parmi les blogueurs, de devenir en fait des journalistes professionnels. Parce qu'on constate en fait dans ces régions du centre et du sud de la Tunisie qu'il y a très peu de médias installés dans ces villes. Nous avons des blogueurs à Sidi Bouzid, à Gassa et à Gassine. Et donc le but c'est aussi de donner en fait une autre image plus proche de la réalité de ces villes. Et donc ce sont les blogueurs qui font l'information. Alors quels sont les sujets, Paolo par exemple, ou Shaker, que vous abordez ces derniers jours par exemple? Bonsoir. Écoutez, nous on se concentre principalement sur des sujets locaux. On peut parler du quotidien des gens, comme le disait Madame Daldo tout à l'heure. Les plumes se sont un peu libérées, donc il s'agit pour nous de profiter de ce moment où les gens ont des choses à dire, et on va traiter. Ça va passer par des portraits, par exemple, de gens de ces régions-là, ou alors la thématique de l'eau, par exemple, qui occupait une bonne partie de notre travail à Gafsa. Et donc c'est majoritairement local, mais on peut aussi trouver des sujets nationaux, comme par exemple les blessés de la Révolution. On sait que beaucoup de cas sont encore à traiter, et les médiatiser, ça peut aider les familles aussi, et donner la chance aux blogueurs de travailler sur des sujets importants.
Alors merci à vous. Alors Chaker, je suis vraiment désolé, l'émission passe très vite. Nous n'avons pas le temps de vous retrouver. Par contre, nous aurons le plaisir, et c'est promis, de vous retrouver Chaker la semaine prochaine, et vous serez seul par contre. Donc vous aurez plus de temps Chaker, notamment sur la situation à Sidi Bouzid et l'état d'esprit des habitants de cette ville qui est devenue emblématique du soulèvement anti-Ben Ali. Donc merci à tous les trois. Chaker, promis, donc on se retrouve dimanche prochain. Et merci à tous les trois également. L'émission donc touche à sa fin. On salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent au Liban, à Bahreïn également, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. On se retrouve dimanche prochain. Nous recevrons notamment l'Orchestre national de Barbès ou encore le chorégraphe Alexandre Polikevitch qui viendra de Beyrouth. D'ici là, on attend vos réactions, vos commentaires sur notre page Facebook et sur Twitter @TV5Monde. MOE, à dimanche prochain.